Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de philosophie générale consacré à la notion de vivant. Comme de coutume, avant d'en venir à la pensée qui va nous intéresser aujourd'hui, je vous propose quelques points de définition avant d'entamer un travail d'analyse de la notion en question. En effet, le vivant, tout comme l'histoire ou l'interprétation, fait partie des notions récemment supprimées du programme de terminale. C'est une notion redoutablement compliquée et difficile à rendre simple pour un public non averti, qui peut toutefois capter l'attention ou l'intérêt d'un public assez large, au même titre que le temps ou la science par exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de vivant ne va pas sans considération scientifique, puisque le vivant est ce qui désigne l'ensemble des êtres non inertes ayant la capacité de se mouvoir par eux-mêmes. Il semble de ce fait que le vivant, dérivant du latin vivere, ayant donné lieu au verbe vivre, est un terme développé pour analyser, parmi l'ensemble de la réalité, celle qui concerne les êtres ayant une certaine autonomie de développement et dont l'organisation et la structure permettent la vie elle-même. Les réflexions autour du vivant tourneront alors essentiellement autour de ce qui fait la spécificité de la vie, notamment l'autonomie qui la caractérise, son sens, son but, et donc nous le verrons également aussi, son origine ou son évolution. La discipline qui étudie le vivant est bien entendu la biologie, venant du grec bios, signifiant vie, et il semble tout naturel que nous nous penchions donc au commencement de notre réflexion sur la pensée de celui qui a largement contribué au développement de cette discipline, à savoir Aristote. Je vais m'appuyer principalement sur son ouvrage De Anima, ou De l'âme en français, consacré à l'âme. En effet, si la physique d'Aristote aborde les êtres naturels et le principe de mouvement de ces êtres, son traité de l'âme, lui, va constituer une enquête destinée à découvrir quelle est la nature de l'âme en tant que principe des êtres vivants, car l'âme est précisément et dans son étymologie ce qui est animé et donc le principe des êtres naturels pouvant se mouvoir par eux-mêmes. Il y a donc un héritage face auquel se positionne Aristote, qui est celui d'une correspondance entre l'âme d'un côté et la vie de l'autre. Un être vivant est un être animé doté d'un mouvement autonome qui lui est propre, mais pour cela, il faut bien qu'il ait une âme, justement. Toutefois, là où Aristote prend encore une fois une grande distance avec son maître Platon, c'est qu'il va partir de l'observation elle-même pour décrire l'âme. Il possède une approche naturaliste et donc il cherche à classer les êtres vivants selon différentes catégories que l'on va voir à présent. En effet, Platon considérait l'âme comme une substance dotée d'une partie rationnelle permettant la pensée, et c'est bien l'âme qui donne sa vie au corps et permet le fonctionnement de l'organisme. Le philosophe, travaillant tout au long de sa vie à retrouver autant de séparation que possible entre son âme et son corps, puisque le corps en est le tombeau et trouble les besoins spirituels du philosophe. Une fois que nous sommes morts, l'âme existe indépendamment du corps selon Platon et rejoint le monde spirituel dont elle est issue avant de se réincarner dans un autre corps. Aristote, qui ne croit pas du tout au monde des idées et qui n'a en aucun cas idéaliste, part de l'observation du vivant pour déterminer ce qu'est l'âme en tant que principe de vie. D'où la déduction à laquelle en arrive Aristote dans son observation des êtres vivants, selon laquelle l'âme est, je cite, la forme du corps, et il dit précisément au début du livre 2 du De Anima que l'âme est, je cite, la réalisation, entéléchie, première d'un corps naturel organisé. Fin de citation. L'entéléchie, c'est l'actualisation, le développement de ce qui n'était qu'en puissance, quelque chose que l'on pense comme potentiel rétrospectivement à partir d'un acte qui le manifeste, ce qui signifie que l'âme, qui permet la vie, et qui est le principe des êtres vivants, n'est pas, pour Aristote, une substance figée, métaphysique, et qui existe indépendamment du corps, comme chez Platon,
puisqu'elle est l'actualisation et le développement d'un corps qui n'est pas à confondre avec l'ensemble de la matière qu'étudierait le physicien, plutôt que le naturaliste. Quand Aristote dit que l'âme est la forme du corps, il veut dire par là que l'âme n'est pas une substance, raison pour laquelle il ne faut pas confondre substance et cause formelle chez Aristote, comme je vais le rappeler plus tard. Elle est ce qui confère sa spécificité à un corps animé, son unité et sa structure dite organique. L'avancée majeure d'Aristote, par rapport aux anciennes conceptions de l'âme, c'est d'en avoir développé une conception que l'on pourrait presque qualifier de matérialiste et de rigoureusement scientifique, comparée aux conceptions métaphysiques antérieures. L'âme n'est pas à confondre avec l'intellect, notamment l'intellect agent permettant la connaissance scientifique, et dont parle Aristote au livre 3 du De Anima, qui permet de connaître l'âme et de s'élever au premier principe notamment. Elle est ce qui fait qu'un être possède une structure organique relative à ce qu'il est, en tant qu'être appartenant à un genre et à une espèce à part entière. Par ailleurs, Aristote fait une distinction très utile pour éviter de confondre les êtres vivants avec toute forme d'être naturel non organique, la roche minérale. C'est la distinction entre matérialité et corporéité. La matérialité concerne la matière qui n'a pas la vie en puissance. Elle est informée de manière externe par l'artisan qui peut lui donner la forme qu'il souhaite, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'art chez Aristote. Tandis que la corporéité concerne les êtres qui ont la vie en puissance et qui sont informés de manière interne. L'être vivant ne décide donc pas de sa forme, son corps possède une forme relative au type d'âme qu'il possède. Puisque l'âme est la forme du corps, elle n'est pas à confondre avec la matière du corps, forme et matière étant distinguées par Aristote, mais d'un autre côté, elle ne peut pas exister indépendamment du corps. L'âme étant un principe d'organisation, le corps mort redevient seulement matière lors de la décomposition. On comprend donc que l'âme est assimilable à la manière spécifique dont un corps vivant est organisé en tant qu'être vivant parmi l'ensemble des êtres vivants. Contrairement à la roche minérale qui a la puissance d'être portée vers le bas par sa nature, comme le dit Aristote au livre 8, chapitre 4 de la physique, de façon passive, puisqu'elle retourne d'où elle vient, vers son lieu naturel qui est le sol, l'animal est un être qui se meut lui-même de lui-même. C'est l'expression qu'emploie Aristote. Il ne subit pas son propre mouvement. C'est ça qui fait justement qu'un animal est un animal. Pour autant, l'étude du vivant d'Aristote ne se limite pas à l'étude des animaux, mais précisément, cela, Aristote le découvre en établissant une méthode d'étude du vivant basée sur ses observations. Aristote part donc de ce qui est, il observe le réel, distingue le corporel au sein de tout ce qui est simplement matériel, et il établit des inférences. Il s'élève donc de l'observation de plantes, d'animaux ou même d'hommes à des catégories générales par lesquelles il est possible de classifier le vivant, à savoir le genre et l'espèce. La méthode qu'utilise Aristote est celle du recueillement, ou lambanein en grec, développée dans son ouvrage Partie des animaux, livre 1, chapitre 1. Elle consiste à partir du plus général pour arriver au plus particulier. Le plus général étant le genre et le plus particulier étant l'espèce. Par exemple, Aristote ne va pas étudier un oiseau particulier et le comparer à un autre être vivant qui n'a aucun rapport ou aucune ressemblance avec lui, car les différences d'un vivant à l'autre et même d'un animal à l'autre sont trop nombreuses. Il va chercher ce qu'il y a de commun au niveau du genre entre deux animaux semblables et les ranger dans un genre humain, animal, végétal, puis les rattacher à une espèce ensuite, plus particulière que le genre, qui sera une catégorie particulière d'animal ou de végétal. Ensuite, il établira donc à quelle espèce appartient tel ou tel animal, une fois qu'il aura bien identifié qu'il s'agit d'un animal. On est donc obligé de faire des généralités pour progresser ensuite vers toujours plus de singularité pour Aristote.
Lorsque Aristote établit des principes aussi généraux tels que l'âme, qui est le principe de vie, qui donne sa forme, son unité et sa structure au corps, il ne le fait donc pas arbitrairement puisque cela repose sur ce qui est commun au sein de la diversité du vivant, et surtout, il va particulariser ensuite ce principe puisque dans le livre 2 du De Anima, Aristote distingue différents types d'âmes relatives aux différents genres de vivants. Toutefois, il faut bien faire attention à ne pas parler de partie de l'âme. Ici, on n'est pas dans l'éthique à Nicomaque où Aristote s'intéresse à la partie calculative ou scientifique de l'âme par exemple, proprement humaine. C'est en fonction de la façon dont notre corps est organisé que l'on peut dire que l'on possède tel ou tel type d'âme, mais un type d'âme n'exclut pas nécessairement tel autre type d'âme. Pour le dire autrement, les âmes sont ici des facultés que l'être vivant actualise tout au long de son existence, mais qui ne se limitent pas à l'intellect ou à la réflexion comme on l'a vu précédemment. Pour qu'un être soit dit vivant, il faut au minimum qu'il possède une âme végétative ou nutritive, qui est le propre des végétaux. Une plante a ainsi la capacité de croître et de se développer tout en se nourrissant. Cette âme permet aussi la reproduction puisque les plantes se reproduisent également grâce à leurs graines qui donnent naissance à de nouvelles plantes. Il est donc compris dans l'essence du vivant de développer et d'actualiser la vie qui est en lui grâce à la nutrition tout en la renouvelant grâce à la reproduction. Vient ensuite l'âme dite sensitive que ne possède pas la plante. En tout cas, Aristote ne pensait pas que la plante était un être sensible, qui est en revanche commune à tous les animaux. Donc tous les animaux, sans exception, sont dotés de sensibilité, et qui permet d'être informés de ce qui est agréable ou nuisible, et de fuir le nuisible ou d'aller vers l'agréable. Cette âme sensitive, qui est en fait liée à ce qu'on appellerait aujourd'hui le système nerveux, étant ce qui nous permet précisément de survivre. Puisqu'il y a une dimension informatrice qui est essentielle. L'âme motrice, quant à elle, concerne les animaux capables de déplacement. Donc pas les moules ou les coquillages, et va de pair avec cette âme sensitive. Vous constatez donc que les âmes ne sont pas des parties, mais bien des facultés qui vont ensemble selon le type de vivant dont on parle. Par appétit, qui est une faculté particulière de l'âme, les animaux se meuvent vers ce qui va être nécessaire à la conservation du vivant. Leur nourriture, ce qui va donc de pair avec le fait que l'âme soit bien nutritive. Par exemple, la forme du corps du lion, de grandes pattes puissantes et une certaine agilité liée à sa constitution et à ses muscles, va lui permettre de se déplacer très vite par appétit vers la pauvre gazelle qui va lui servir de nourriture et ainsi va lui permettre de se maintenir en vie. Enfin, l'homme est le seul animal et le seul être vivant disposant d'une âme dite intellective, et cette âme est tout simplement sa constitution qui, tout en intégrant les différentes autres facultés corporelles évoquées précédemment, la possibilité de grandir, de se développer et de se reproduire liée à la nutrition, des organes et des membres destinés à lui permettre d'aller vers ce qui lui permet de survivre, autrement dit des sens, ses membres et ses muscles. Il possède également un intellect supérieur lui permettant d'élaborer la science et également de se cultiver. C'est pour cela que Aristote constate que le vivant, au même titre que la nature, prise dans son ensemble, est finalisée, car la forme de chaque être vivant, le fait qu'il possède une âme comprenant telle ou telle faculté, ou pour le dire autrement, est simplement un corps pourvu de telle ou telle fonction, va de pair avec un usage spécifique à son espèce. Par exemple, si les plantes et les autres animaux que nous ont comme seule âme l'âme végétative et nutritive, ou motrice, mais ne possèdent pas l'âme intellective, c'est bien qu'ils ne sont pas faits pour penser, mais pour se développer, survivre et donner la vie à leur tour. Et vivant donc, tout être ayant la vie en partage, mais tout être vivant, c'est ce que Aristote observe, est animé d'un mouvement
propre qui se rapporte à la forme de son corps, à sa constitution, et donc il suit un but qui s'y rapporte et qui découle logiquement de cette forme. La thèse dite finaliste, très célèbre d'Aristote, selon laquelle la nature ne fait rien en vain, et qui sera tant de fois critiquée par la suite, n'est donc pas une simple spéculation métaphysique arbitraire, elle découle de l'observation du vivant et de la continuité entre les facultés des espèces vivantes et le but auquel se rapportent ces facultés, qui sont bien liées à un usage, à ce que l'être vivant va faire, justement du corps qu'il possède. Ainsi, il serait contre nature et absurde qu'un animal ne se serve pas de ses membres et de ses muscles, de son âme motrice donc, pour se chercher à manger et pour fuir le danger, de la même façon qu'il serait contre nature et absurde qu'un homme préfère passer sa journée à regarder son fil d'actualité sur Snapchat ou Twitter plutôt que de développer son intelligence humaine en écoutant ce genre de contenu, puisque, pour info, il ne possède pas le même cerveau et donc pas le même type d'intellect qu'un chien ou qu'un poisson, même s'il y aurait matière à en débattre au cas par cas sans doute. Tout être vivant donc tend vers un but, selon Aristote, propre à son espèce. Toutefois, le mouvement caractéristique d'un être vivant par rapport à un autre a lieu selon différentes catégories. Par exemple, si l'on parle de génération de corruption, il s'agira du changement selon la substance. La substance, c'est ce qui fait la spécificité d'un être vivant à part entière, en tant qu'être singulier au sein même de son espèce. Par exemple, Socrate en tant qu'homme distinct du reste des hommes. Elle n'est donc pas la forme du corps ou l'âme, puisque la forme homme est celle de Socrate, mais Socrate est bien un homme à part entière, et il existe quelque chose de singulier qui explique l'union particulière des os et de la chair, qui constitue la matière de Socrate, donnant lieu à une forme d'homme qui ne ressemble à aucun autre homme à strictement parler. Le fait qu'un individu change, de ce point de vue, vient de la génération qui consiste à donner la vie à un autre individu, et donc à donner naissance à un nouvel être existant à part entière comme substance. Et le fait qu'un tel individu vieillisse et meure, et que son individualité précisément disparaisse, vient du changement lié à la dégradation inévitable de l'organisme, qui est ce qu'Aristote nomme la corruption. Pour plus de précision, Aristote pense également ce changement propre au vivant selon les différentes autres catégories, celles de qualité, de quantité et de lieu notamment. Selon la qualité, et cela s'applique à tous les êtres vivants sans exception, il y a altération et donc changement du corps vivant à travers le temps, et par conséquent, selon la quantité, il peut y avoir accroissement ou décroissement du corps, ce qui explique que l'on puisse perdre du muscle ou du gras ou en gagner par exemple, ou tout simplement que le corps grandisse ou rapetisse avec l'âge. En revanche, seuls les animaux qui sont dotés d'une âme motrice seront concernés par le changement selon le lieu, puisqu'il s'agira du changement local lié au fait de se déplacer dans l'espace. L'accroissement du vivant a lieu lors de la prise de nourriture, la génération lors de la reproduction, la corruption lors de la mort, tandis que l'altération porte non pas sur la substance, mais bien sur ce qu'il y a d'accidentel et de secondaire, et qui peut changer à travers le temps. Le fait que je porte ou non la moustache, par exemple, ou que je sois droit ou voûté, etc. Bref, Aristote s'est bien cassé la tête à décrire les différentes manières dont un être vivant est composé et peut se mouvoir selon sa composition, son âme qui est sa forme naturelle, le prédisposant à une certaine finalité, mais il convient de préciser que ces modalités du mouvement propres au vivant n'est valable que pour le monde sublunaire. En effet, il y a le monde sublunaire d'un côté, c'est-à-dire le monde terrestre se situant sous la Lune et les astres, et qui est le nôtre, mais il y a également le monde supralunaire, dont le mouvement est simplement circulaire, le mouvement des planètes étant bien moins complexe a priori que celui concernant les êtres organisés sur Terre, que l'on peut observer et classifier en genres
et en espèces. Ce qu'il faut bien retenir, car tout ceci est dense et complexe, et encore je suis pas trop rentré dans le détail de cette théorie car c'est d'une subtilité et d'une complexité incroyable, c'est que l'âme est le propre du vivant, mais que chaque être vivant possède nécessairement une faculté qui le distingue des autres êtres vivants, et quelle est la forme propre à un genre d'être qui sera végétal, animal ou humain, et dont le but poursuivi au cours de son existence sera naturellement relatif à sa constitution. Toutefois, et c'est là que la théorie d'Aristote sur le vivant est visionnaire et toujours digne d'intérêt, l'âme n'étant pas une substance, comme chez Platon justement, Aristote, ne confondant pas les deux, et celle-ci étant indistincte de la matière du corps à laquelle elle donne sa forme naturelle, on peut justement se demander si le vivant n'est pas précisément explicable davantage par des règles mécaniques qui régissent la constitution des différents organismes vivants plutôt qu'à partir de différentes facultés qui seraient rattachées à des âmes. Peut-on encore parler d'âme à propos de ce qui permet essentiellement le mouvement et le passage de la puissance à l'acte concernant les différents organes qui composent un corps vivant ? Si la vie est avant tout un mouvement permanent et autonome, lié à la présence d'un organisme particulier, faut-il en déduire que le vivant est essentiellement réductible à un processus mécanique et organique ? Finalement, peut-on tout simplement se passer de la notion d'âme pour comprendre le vivant ? C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois, en revenant à un autre auteur très important et un autre grand scientifique et philosophe de son époque. En attendant, j'espère que ça vous aura plu ou intéressé, et je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très bientôt pour de nouvelles interrogations sur la notion de vivant.